Merci Anne-Sophie pour cette introduction. Alors il m'a été posé une question, parce qu'on parle souvent de médicaments inappropriés, et si on renverse la proposition en se posant la question qu'est-ce qu'un médicament approprié, c'est vrai que ça ouvre des champs de réflexion, et donc j'ai travaillé cette dissertation. Alors, approprié, peut-être que la définition la plus simple, c'est que le potentiel de bénéfice thérapeutique compense le potentiel de risque iatrogénique. C'est ce qui pourrait être considéré comme approprié, tout simplement. Alors, je me suis posé la question des éléments qui étaient en présence pour une prescription et un médicament qui serait approprié pour une personne. Il m'a semblé qu'il y a quatre champs qu'il faut examiner. C'est l'indication par rapport à une pathologie, les médicaments, le sujet âgé et l'entourage. C'est 20 minutes, donc je vais aller avec un bon rythme. Alors, approprier le médicament dans une indication. Et là, ça pose la question tout simplement du diagnostic. C'est-à-dire faire le diagnostic. Ça peut sembler un peu trivial de dire ça, mais souvent on est dans une attitude probabiliste devant une sémiologie qui est atypique, etc. Respect des recommandations, alors même si on râle toute la journée sur les recommandations, sur l'HAS, sur etc., etc., qui sont toujours en retard, qui sont... voilà. Mais n'empêche que c'est quand même une base qui nous est commune et qui nous permet, quand on n'est pas spécialiste d'un domaine particulier, de faire une activité médicale qui est dans les clous, si j'ose dire. Alors, quand on est très spécialiste d'un domaine, on peut s'amuser et faire varier les choses, mais avec l'adéquation entre le traitement et l'indication, ce qui n'est pas toujours évident, et puis essayer de ne pas utiliser des médicaments où la mention n'est pas indiquée, mais c'est proposé dans, utilisé dans, ça veut dire qu'il n'y a pas de niveau de preuve. Je rappelle des bons fondamentaux sur le diagnostic. C'est la difficulté du diagnostic en gériatrie, avec ses travaux qui sont déjà anciens, de Linda Fried, sur les différents aspects d'un diagnostic, qui peut être soit un modèle classique, alors ça on le sait, on a appris la médecine avec, mais les modèles d'attribution qui ne sont pas rares, les modèles de comorbidité qui rentrent en synergie pour donner un tableau particulier, ou l'événement révélateur, où la personne arrive avec un diagnostic, et finalement, à l'occasion d'un événement aigu, elle repart avec un autre diagnostic. C'est toute la difficulté d'ailleurs pour exprimer ce qu'est l'activité d'un court séjour gériatrique, par exemple, parce qu'on est en permanence dans ces entrelacs. Et puis le modèle de Jean-Pierre Bouchon, 1+2+3, qui est un modèle synergique, mais de temporalité finalement, c'est-à-dire qu'il organise la synergie en fonction du temps, montrant bien que si vous avez un facteur 3 qui est très discret, eh bien en fait il va disparaître de votre analyse et vous n'aurez que le facteur 2, ce facteur 2 étant en fait un facteur aggravant, chronique, et donc l'événement aigu va rester caché, ce qui fait que vous pouvez avoir un traitement que vous allez donner, non pas pour l'événement pour lequel vous voyez la personne, mais pour la pathologie sous-jacente. Et puis, derrière ça, pour compliquer les choses, on a une présentation clinique, mais aussi un pronostic et les conséquences des médicaments, qui vont être modifiés d'une part parce qu'il y a l'effet du temps associé à certains mécanismes, c'est ceux que l'on cite habituellement, il y en a d'autres, avec cette grande lessiveuse de Ferrucci, qui c'est de montrer qu'il y a plusieurs pathologies en même temps, qui vont entrecroiser leur sémiologie et qui font que la présentation clinique va être modifiée, mais pas que la présentation clinique, mais également le pronostic, et donc l'indication thérapeutique va se modifier. Petite aide-mémoire, devant une ordonnance, de temps en temps, se poser la question, devant quelquefois des listes assez longues de médicaments, quels sont ceux qui appartiennent à une prévention d'un risque futur, ceux qui prennent en charge une maladie chronique, ceux qui correspondent à une affection aiguë et ceux qui sont symptomatiques. Et quand on met par exemple un antibiotique au moment d'un événement aigu, savoir peut-être soulager l'ordonnance de prévention de risques futurs. Ce n'est pas la peine de surcharger la pharmacocinétique hépatique en particulier par des fibrates par exemple ou des médicaments comme ça, alors qu'on est en train d'exiger du foie un métabolisme intense. Alors approprié, on parle de pharmacocinétique. Brièvement,
il ne faut pas oublier que entre une personne jeune et une personne âgée, pour certains principes actifs, on peut avoir des modifications de cinétique qui sont importantes. Ça, c'est une étude classique avec le propanolol. Et on voit, c'est quand même très impressionnant. La même dose chez une personne jeune ou âgée, on n'a pas du tout le même profil, contrairement à ce qui a été présenté pour les anticoagulants oraux directs, par exemple, où c'était très proche. Pour d'autres médicaments, c'est très différent. C'est aussi la fixation protéique, cette fixation protéique qui va évidemment varier avec le taux de protéines, et là, évidemment, on évoque les problèmes de dénutrition. Mais dans les problèmes de dénutrition et de fixation protéique, on évoque aussi la répartition masse maigre, masse grasse. Et là, on aborde un autre domaine un peu compliqué sur le plan de la pharmacocinétique, mais qui a des implications, c'est le volume de distribution. Volume de distribution qui est cette quantité virtuelle dans laquelle doit se répartir le médicament et qui va changer entre son hydrophilie et sa lipophilie. Il est évident que quelqu'un qui a un petit poids, une personne qui a une masse grasse qui est importante, qui a une diminution de son eau totale, va avoir des modifications de son volume de distribution qui va retentir non seulement sur la concentration en pic, mais aussi sur la demi-vie du médicament. Et puis, pour certains médicaments qui sont très lipophiles, et je pense par exemple aux benzodiazépines qui ont une cinétique de type 2, c'est-à-dire avec une charge dans le tissu graisseux, y compris le cerveau évidemment, dans un premier temps, et une cinétique de type 2 d'élimination dans un deuxième temps, on va avoir une variation très importante en fonction de l'âge, puisqu'on n'a plus du tout les mêmes volumes de distribution demi-vie entre les personnes selon les âges. Alors sur la filtration glomérulaire et les équations, ça a déjà été évoqué à l'instant par le professeur Anon. Ce papier de fin 2012 est, à mon avis, fait date, parce qu'il compare avec une méthode très bien faite chez la personne âgée, des méthodes de référence. Les méthodes de référence, c'est la mesure de clairance par le iodotalamate, le chrome-DTA marqué en demi-vie d'élimination, et l'inuline. Ici, vous avez donc la clairance qui a été de référence, on va dire, par ces méthodes. Et ici, vous voyez une formule de Cockcroft chez une personne âgée. On n'est quand même pas loin de la ligne des méthodes de référence. Et si vous regardez la MDRD ou le CKD-EPI en créatinine, eh bien, vous voyez cette surévaluation de 30 à 40% de la filtration glomérulaire par rapport aux méthodes de référence. Pourquoi le Cockcroft là n'est pas sous-évalué par rapport à ce que l'on dit d'habitude, une sous-évaluation de 15%? Parce que dans cette étude-là, la formule de Cockcroft a été ajustée sur la surface corporelle. Et vous savez que dans les méthodes de référence, que ce soit ipurate, iodotalamate, chrome-DTA ou inuline, c'est toujours par rapport à la surface corporelle. Donc certains même d'ailleurs font la promotion d'une formule de Cockcroft ajustée à la surface corporelle et on obtient finalement des valeurs qui sont intéressantes. Si on ne veut pas s'embêter avec ça, il y a un autre argument qui est évidemment de se dire que avec la formule de Cockcroft, on a un avantage, puisque cette approximation qui se fait en négatif intègre finalement le surrisque qui est associé à la baisse du poids. Et donc que notre baisse de créatinine, si ça peut ressembler à une erreur de mesure pour un néphrologue, est en fait un ajustement intéressant pour un gériatre, parce qu'on intègre à la mesure de la filtration glomérulaire la dénutrition et donc les effets que j'ai rapportés à l'instant. Une sorte de matelas de sécurité qui intègre finalement la baisse de la fixation protéique et les modifications de volume de distribution. C'est une sécurité donc qui intègre le poids, qui serait aussi intéressant lorsqu'il y a une répartition masse maigre, masse grasse qui est trop déséquilibrée, notamment chez certaines femmes âgées qui ont des poids à 60 kg par exemple et qui peuvent sembler tout à fait même un peu rondelettes, mais en fait qui sont en dénutrition protéique importante et donc modifiant complètement la répartition. Et puis, comme l'a rapporté le professeur Anon, il ne faut pas oublier que dans les RCP des médicaments, pour aucun médicament, vous avez le MDRD qui est conseillé. Aucun médicament, en termes de filtration glomérulaire, n'est indiqué en fonction d'une valeur de MDRD, c'est toujours la formule de Cockcroft. Donc, avec toutes ces imprécisions et les défauts que peuvent trouver les néphrologues à cette formule de Cockcroft lorsqu'ils veulent l'utiliser
pour voir à quel moment on met la fistule, à quel moment on propose l'hémodialyse dans le suivi d'une insuffisance rénale. Et là, on est d'accord avec eux, il faut mieux utiliser MDRD, CDK-IPI, mais quand on est en gériatrie, eh bien, on a tout intérêt à utiliser le Cockcroft. Donc, petite aide-mémoire, le poids, le Cockcroft et l'albuminémie. Alors, approprié aussi pour la pharmacodynamie. Et la pharmacodynamie, c'est l'effet thérapeutique de médicaments au-delà de sa cinétique. Et il peut y avoir un écart entre une cinétique normale et une pharmacodynamie avec une mauvaise tolérance. Et le cas classique, mais pas si répandu que ça, et donc je pense que c'est important d'en faire un rappel, c'est le problème des anticholinergiques. Et lorsque vous voyez les effets des anticholinergiques, par exemple les syndromes confusionnels, les agitations, la fatigue, la somnolence, la chute avec plus ou moins hypotence orthostatique, les problèmes de thermorégulation, les problèmes de constipation, le problème de rétention urinaire, vous avez pratiquement tous les syndromes gériatriques dans les effets anticholinergiques. On pourrait faire de manière expérimentale, vous prenez une personne âgée fragile, vous la mettez entre lame et lamelle, sous microscope, vous mettez un peu d'anticholinergie et vous avez, eh bien, un vieillard. C'est-à-dire qu'à partir d'une personne qui risque de décompenser, vous diminuez son activité anticholinergique cérébrale et vous avez quelqu'un qui perd son adaptation finalement. On peut le dire comme ça, ou qui diminue sa réserve fonctionnelle. Ça, c'est une petite étude qu'on avait faite. Je crois que c'était à peu près 950 patients qui étaient venus pour... soit ils avaient une démence, soit la démence était diagnostiquée au cours de l'hospitalisation, et on regardait s'ils avaient des médicaments ayant un fort effet anticholinergique. Et on constatait ce qui a été également décrit par ailleurs, c'est que plus les patients ont une activité cérébrale diminuée en acétylcholine, ce qui est associé à la démence en particulier de type Alzheimer, plus recevaient un traitement anticholinergique. Ce qui est évidemment contradictoire avec un effet thérapeutique. Alors, comment évaluer maintenant qu'un médicament ou une ordonnance a un effet anticholinergique? Alors ça, c'est très compliqué, c'est un peu long à expliquer. Il y a plusieurs méthodes pour mesurer l'activité anticholinergique. C'est rarement une activité première, c'est souvent une activité seconde, un effet indésirable. En bref, il y a deux grandes échelles dans la littérature qui visent à essayer de mesurer l'effet anticholinergique. L'étude de Rodolphe avec Anticholinergic Rating Scale qui a été publiée dans Archive of Internal Medicine. Là, vous avez des médicaments qui ont un effet anticholinergique puissant, modéré et faible. Il y a une deuxième échelle, c'est celle de Karl